Dans le dernier épisode, on a vu comment définir sa stratégie d'investissement financier au travers d'une méthode complète. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, il est toujours temps d'aller y jeter un coup d'œil. Mais peut-être que vous n'êtes pas certain de la façon d'appliquer cette méthode pour votre propre stratégie. Or, pour atteindre des résultats au-dessus de la moyenne, il est important pour vous d'avoir le système d'investissement le plus performant possible. Sinon, votre stratégie, comme votre rentabilité, restera fragile. Pour éviter ça, quoi de mieux qu'un exemple concret ? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec la stratégie du cube. On va donc suivre pas à pas les étapes permettant de définir une bonne stratégie d'investissement. Vous verrez ainsi comment appliquer la méthode, les écueils à éviter et la façon de lier les différents éléments entre eux. C'est pas beau ça ? Du coup, on y va. Allez, on y va. Pour vos investissements, le plus important n'est pas le pack d'actifs que vous allez acheter suite aux conseils donnés par un YouTuber plus ou moins célèbre. La performance se trouve dans le système que vous allez bâtir et dans la réflexion que vous allez avoir sur ce système. C'est ça, la stratégie d'investissement. Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Lavoie. Et aujourd'hui, nous allons voir en détail la stratégie d'investissement du cube. Et le cube, c'est moi, le petit écran dans votre propre écran. De cette façon-là, vous aurez un déroulé complet de la méthode de création d'une stratégie d'investissement au travers d'un exemple concret. Une stratégie d'investissement se résume au final à un nombre de facteurs limités. Horizon d'investissement, risque, rendement, méthode d'achat d'actifs, etc. Chacun de ces facteurs peut lui-même être décomposé en divers éléments ayant parfois à leur tour leurs propres paramètres. Et c'est d'ailleurs ce qu'on décortique sur cette chaîne, vidéo après vidéo. La croisée des différents éléments entre eux, en fonction des choix individuels, de la situation personnelle, de la grille de lecture de chacun ou même de sa propre éthique, forme un tout complet qui représente votre stratégie d'investissement. Celle-ci vous permet d'augmenter votre efficacité, vos performances, mais également limiter l'impact de vos émotions sur vos choix d'investissement. Effectivement, l'émotion n'est jamais bonne lorsqu'on investit. Elle amène souvent à prendre les mauvaises décisions au mauvais moment ou alors vous empêche tout simplement d'agir. Par contre, une stratégie vous permet d'avoir une attitude bien plus rationnelle en établissant le cadre de pensée et le cadre théorique dans lequel vous allez investir. Elle va ensuite vous fournir un certain nombre de règles à appliquer systématiquement afin de prendre des décisions plus rapidement et efficacement. Bon, du coup on s'y met. Non, parce que j'ai hâte. Oui, on s'y met le cube. Et on commence d'ailleurs avec le point fondamental dans lequel s'embourbent souvent les investisseurs. Prendre la route sans savoir où l'on va ne mène pas bien loin, voire nulle part. La première étape de ta stratégie d'investissement, le cube, va donc être de clarifier ton objectif, c'est-à-dire de définir simplement le résultat financier que tu comptes obtenir. Ou en d'autres termes, répondre à la question globale du « pourquoi j'investis ?» C'est ça. Cependant, il est inutile de se prendre la tête avec des méthodes complexes de définition d'objectifs. D'autant plus que le plus souvent, ces dernières ne font que répondre à la question du « comment je vais utiliser mon argent ?» alors qu'en fait... En fait, on s'en fout. Du moins, dans un premier temps. Parce qu'il faut pas se leurrer, si on investit, c'est pour gagner de l'argent. L'argent sera ensuite l'outil utilisé pour atteindre d'autres objectifs. Exactement. La finalité de la stratégie d'investissement doit donc rester liée à l'aspect financier. C'est pour cela que sa définition peut être ramenée simplement à 3 possibilités. Chercher à atteindre un certain montant de capital, obtenir un revenu régulier ou faire fructifier un patrimoine pour en bénéficier à une certaine échéance. Alors, pour ma part, l'objectif est évident. Obtenir un revenu régulier. Mon propre revenu étant relativement moyen, si j'investis, c'est dans un premier temps pour obtenir un complément de revenu, puis pourquoi pas peut-être un jour obtenir une forme d'indépendance financière. Voilà, simple, clair, efficace. On sait où on va, tout en se payant le luxe d'avoir même 2 buts qui se complètent.
l'objectif principal de revenu complémentaire et un objectif secondaire, l'indépendance financière, plus lointain mais qui découle du premier objectif. À ce stade, c'est largement suffisant. Maintenant que nous connaissons ton objectif, le cube, voyons avec quels moyens financiers tu vas chercher à l'atteindre. C'est donc ici la question de la source de financement des actifs et de la capacité d'investissement qui en découle qui se pose. Donc, globalement, soit on a un capital dès le départ, soit on compte sur son épargne mensuelle. Et éventuellement, en fonction de la classe d'actifs, on pourra utiliser le mécanisme du crédit, c'est ça ? En résumé, oui. En effet, investir, c'est acheter des actifs. Donc, ce qu'on cherche à établir maintenant, c'est la provenance de l'argent nécessaire aux investissements. Alors, depuis le début du projet 1, 2, 3 richesses, j'ai réussi à constituer mes 2 fonds de précaution. Mais j'ai également mis de l'argent de côté pour commencer à investir. Très bien, donc tu as déjà un petit capital. Autre chose ? Eh bien, j'ai aussi mis en place une épargne mensuelle automatisée. Chaque mois, un virement se fait immédiatement en direction d'un compte d'épargne. Je l'utiliserai en priorité pour investir. Du coup, on tient compte du fait que tu as un capital de départ, mais il est clair que c'est ta capacité d'épargne mensuelle qui sera la source principale de tes investissements. Ensuite, il nous faut le montant de ton épargne mensuelle. En automatisé, elle est de 500 € par mois. Après, en cumulant de petites économies sur mes dépenses, je peux parfois ajouter 100 voire 200 € au bout de quelques mois. On va se contenter du scénario minimum constant, 500 €. De cette façon-là, tout ce qui est en plus est en plus. Tu vois, avec ces données, on commence déjà à cadrer la façon dont tu vas investir. Occupons-nous maintenant des différentes temporalités d'investissement, avec d'abord le temps nécessaire pour atteindre l'objectif. Comme tu es sur du complément de revenu, il faut d'abord calculer le capital nécessaire pour obtenir le dit complément. Tu envisages combien le cube ? Eh bien, disons 500 € mensuels en plus. De cette façon-là, si j'arrêtais mon effort d'épargne, je bénéficierais de 1000 € supplémentaires sur mon budget utilisable. Très bien. On applique la formule suivante où la valeur partielle est égale au revenu annuel recherché, donc 6 000 €, et le pourcentage, celui du rendement que tu comptes obtenir. Partons sur 4% pour avoir un scénario pessimiste. Donc, 6000 fois 100 divisé par 4, c'est-à-dire 150 000 € de capital nécessaire. On divise ce montant de capital par la capacité d'épargne mensuelle, puis par 12, pour obtenir le nombre d'années nécessaires au cumul du dit capital, en l'occurrence 25 ans. Mais c'est super long! Oui, mais attention le cube. D'une part, on est parti sur un rendement assez faible. À 5% par exemple, on gagne déjà 5 ans. Ensuite, on n'a absolument pas tenu compte du réinvestissement des gains et de l'effet boule de neige qui en découle. Toujours à 5%, une calculatrice d'intérêt composé nous indique qu'il ne nous faudrait plus que 14 ans pour obtenir le capital nécessaire. D'accord, on ne cherche pas à avoir un calendrier précis, mais seulement un ordre d'idée de la durée de nos investissements. Exactement. Du coup, nous savons que ton horizon de placement est forcément à long terme, et globalement sur une durée située entre 14 et 25 ans. Oui, et là on sépare le fantasme de la réalité. Alors certes, on se la prend en pleine poire, mais ça permet de voir si l'objectif est réaliste ou complètement aberrant. Tout à fait. Et de cette façon-là, le paysage dans lequel va s'inscrire tes investissements se précise de plus en plus. Alors, l'étape 4 consiste à déterminer les différents modes de gestion du futur portefeuille d'investissement, avec tout d'abord les sources utilisées pour choisir les actifs. Alors, comme on l'avait déjà précisé dans la vidéo précédente, je vais employer la méthode mixte. C'est-à-dire que, comme je ne suis pas un spécialiste de l'investissement, j'utiliserai des sources externes que j'analyserai moi-même, lorsque je saurai comment faire. Des épisodes sur l'analyse des actifs sont prévus pour la saison 3, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ensuite, pour la gestion du portefeuille, tu dois maintenant choisir ton niveau d'implication, puis le mode de gestion. L'implication peut donc être passive si les investissements sont gérés de façon externe ou active si on les gère soi-même.
En l'occurrence, comme je les gérerai moi-même, je me situe en tant qu'investisseur actif. Très bien. Pour la gestion, elle est dite active si elle nécessite des ajustements et un suivi important, tous les jours ou toutes les semaines, ou passive, de une fois par mois à une fois par an. Mais du coup, c'est difficile à dire. Comme je ne sais pas trop combien de temps ça me prendra, comment je peux décider ? En fait, là, on peut se référer à ta capacité d'investissement. Au vu de son montant et de sa temporalité, tu pars dans le meilleur des cas sur un achat d'actifs mensuels. Donc, on peut dire sans trop se mouiller que tu géreras ton portefeuille d'investissement à raison de une fois par mois, ce qui est une gestion plutôt passive. En d'autres termes, on commence à utiliser les données des étapes antérieures pour définir les suivantes. Jusqu'à présent, on a surtout analysé le cadre global des investissements. À partir de maintenant, on va entrer un peu plus dans le dur avec le choix du domaine d'investissement, c'est-à-dire la classe d'actifs. Mais du coup, il y a une question que je me pose. Sur la chaîne, on a plutôt une approche patrimoniale de l'investissement. Or là, il va falloir que je choisisse un domaine d'investissement. Est-ce que c'est pas contradictoire ? Eh bien en fait non. Ici, on part du postulat que la majorité des investisseurs n'ont pas forcément les moyens d'investir dans plusieurs classes d'actifs en parallèle. Donc on va simplement faire une liste de préférences. D'abord, la classe d'actifs que tu vas développer en premier, puis la seconde que tu aimerais développer, etc. etc. Ah, d'accord. De cette manière-là, ça permet aussi d'avancer à la même vitesse que le développement des connaissances. Exactement. Donc, tu fais ça sous la forme d'une liste de souhaits en vue d'obtenir une sorte de futur portefeuille idéal. Alors, au vu de ma capacité d'investissement, il me semble que le mieux pour moi est d'opter pour les investissements dans le domaine financier, avec la bourse en principal. Par la suite, j'espère que l'augmentation de mon niveau de revenu me permettra d'enchaîner avec de l'immobilier. Après, je suis autant intéressé par les cryptoactifs que le marché des devises, donc j'hésite. Pour les 3e et 4e places, tu pourras toujours décider plus tard. Le plus important, c'est de savoir que ta classe d'actifs principale sera la bourse. Les autres sont placés en liste d'attente. On affine. Et d'ailleurs, puisque vous êtes encore là, c'est qu'a priori la vidéo vous intéresse. Donc n'hésitez pas à la liker pour aider à son référencement. On vous en remercie par avance. Alors, là on attaque le gros morceau de ta stratégie, le cube. L'allocation d'actifs. Bon, déjà posons le principe. On va continuer sur la liste des souhaits. C'est-à-dire qu'on va déterminer 2 grands modèles qui représenteront tes allocations d'actifs parfaites. Pourquoi 2 allocations d'actifs ? Eh bien, je te rappelle que sur la chaîne, on considère que la richesse se crée avant tout sur le patrimoine personnel, et non pas seulement sur l'investissement au travers d'une ou 2 classes d'actifs. De ce fait, on aura une première allocation d'actifs patrimoniale, puis une seconde dans la classe d'actifs que je privilégie, à savoir l'investissement boursier. Voilà. Cependant, pour la première, on va se contenter de faire simple, en se basant sur ton ordre de priorité dans les classes d'actifs. L'allocation patrimoniale n'est là, dans un premier temps, que pour avoir une vision plus lointaine de ta stratégie. Oui, une forme de tableau d'ensemble quoi. Alors, mes 2 premières classes d'actifs sont la finance et l'immobilier. Ensuite, je place au même niveau devises et cryptoactifs. Mais peut-être que ce serait bien d'avoir une petite part en or, histoire d'avoir un volet de conservation de la valeur. Très bien. On va y ajouter l'épargne déjà constituée, qui nous servira ainsi d'étalon de mesure pour tout le reste. Tout ça nous donne une première répartition, certes basique, mais que l'on pourra toujours modifier en fonction de l'évolution de tes investissements et de ton expérience. Oui, mieux vaut partir sur une allocation d'actifs de base plutôt que d'investir au hasard. Exactement. Maintenant, on peut passer à celle plus spécifique de tes futurs investissements boursiers. Alors, on consacrera un épisode spécifique à l'allocation d'actifs boursières, tant le sujet est vaste. Mais pour l'instant, on va se contenter de dire qu'elle peut être scindée en 3 grandes approches. L'approche géographique, avec globalement zone euro, Asie, États-Unis et pays émergents. L'approche sectorielle, au travers de 10 grands secteurs d'activité. Enfin,
l'approche par produit financier, actions, obligations, ETF, etc. Et on peut faire des mix de plusieurs éléments? Bien sûr, ou choisir une seule approche. Par exemple, tu peux avoir une allocation uniquement sectorielle en prenant les 2 ou 3 meilleurs titres au niveau international pour chacun des secteurs. Ou alors, partir sur de l'approche 60% actions et 40% obligations. Ou choisir les 5 meilleures entreprises de chaque zone géographique. En fait, tout est possible. Bon, personnellement, je pense qu'une guerre économique se joue entre les États-Unis et l'Asie. Guerre dont il est difficile de dire qui en sera le vainqueur. De la même façon, au vu de la crise économique qui se présente, c'est compliqué de dire quels secteurs vont s'en sortir mieux que les autres. Eh bien, partons sur une allocation d'actifs géographiques qu'on pourra ensuite segmenter par secteur d'activité pour certaines zones. Comme il est un peu plus difficile d'obtenir des titres sur l'Asie, la répartition sectorielle pourrait se faire essentiellement entre États-Unis et zone euro. Sur l'Asie, on pourra s'orienter plutôt vers des trackers. Oui, ça me permet d'avoir une vision globale de la façon dont je vais répartir mes actifs financiers. Ensuite, je n'aurai plus qu'à faire ma liste de commissions de titres boursiers pour remplir cette répartition. Mais pour ça, il va falloir tenir compte des outils financiers que tu vas utiliser. À partir du moment où vous avez déterminé votre classe puis votre allocation d'actifs, on entre alors dans la phase plus terre-à-terre de l'achat des actifs. Et cette phase débute avec le choix des outils d'investissement. Mais en général, cette étape peut être assez rapide, non? Car en fonction de la classe ou du type d'actif, l'outil sera quasi déterminé par défaut. Tu as tout à fait raison, le cube. Donc, pour toi, puisque tu te situes sur de l'investissement boursier, tu pourras opter pour un plan d'épargne en actions, une spécificité française, ou un compte titre ordinaire, et dans une moindre mesure, une assurance vie. Déjà, je vais éliminer l'assurance vie, car je risque de m'exposer au risque de contrepartie lié à l'assureur. Il faut donc que je choisisse entre le PEA et le compte titre. Eh bien, honnêtement, le mieux est d'ouvrir les deux. Le PEA est une enveloppe fiscale, donc autant en profiter. Surtout que ton horizon d'investissement est à long terme, à plus de 10 ans. Et le PEA ne bénéficie de ses avantages fiscaux qu'à partir de 5 ans sans retrait. Donc, mieux vaut l'ouvrir pour faire date. Voilà, ça c'est réglé, on passe à la suite. bon, le cube, tu sais maintenant quel type d'actif tu vas acheter. Et tu connais les outils financiers à utiliser. Il est temps de déterminer le mode de financement de tes investissements. Il y en avait 4 si je dis pas de bêtises. Le DCA, le DVA, la méthode à part fixe et le lump sum, c'est ça? C'est ça. En DCA, DVA et par fixe, on investit toujours à date fixe, par exemple une fois par mois, avec respectivement soit le même montant, soit un montant variable, soit un nombre de parts de l'actif toujours le même. Pour le lump sum, il s'agit de mettre la totalité de son capital sur un actif ou plusieurs actifs, mais d'un coup. Eh bien, mes deux outils d'investissement, PEA et compte titre, n'ont pas les mêmes façons de gérer les coûts de transaction. Si sur le CTO il s'agit bien d'un pourcentage quel que soit le montant, sur le PEA, le coût dépend d'une échelle liée au montant de transaction. Donc je ne pourrais pas forcément appliquer la même méthode pour chacun d'eux. Effectivement. De plus, le fait d'avoir deux outils financiers t'amène forcément à effectuer des arbitrages réguliers pour savoir avec quel outil tu comptes investir. Du coup, je te propose de faire une variation sur l'un des systèmes. Une variation? Mais on a le droit de faire ça? Eh bien oui, c'est ta stratégie, donc tu l'adaptes comme tu veux afin qu'elle réponde à tes besoins. Là, on va choisir l'option lump sum, dans laquelle on attendra d'atteindre le montant minimum permettant de maximiser les coûts de transaction avant d'investir. Donc, si j'ai bien compris, sur mon PEA, il faut un montant d'au moins 2000 € pour réduire au maximum le coût d'une transaction. Donc j'attends de cumuler 2000 € et c'est seulement à ce moment-là que j'achète l'actif qui m'intéresse? C'est ça? C'est tout à fait ça. Et pour éviter de se prendre la tête, on appliquera cette règle même lorsque tu investis par le biais de ton compte titre. On cumule l'épargne pour atteindre un seuil de 2000 € de liquidité, puis on investit sur un seul titre la totalité du capital cumulé. Oui, donc en gros,
Je n'ai plus à me poser la question du quand j'investis et avec quel montant. C'est l'un des objectifs de la mise en place d'une stratégie d'investissement, réduire l'incertitude. Maintenant, avant d'acheter des actifs, on va commencer à réduire les choix possibles avec le dernier point de ta stratégie. Maintenant que nous avons le tableau d'ensemble dans lequel tu vas réaliser tes investissements, le cube, il ne nous reste plus qu'un seul élément à voir pour commencer à cadrer les actifs que tu vas ensuite acheter. Le type de rentabilité que je souhaite obtenir. En effet, globalement, le choix que tu vas réaliser va avoir un impact sur ton style d'investissement. Ainsi, si tu cherches la croissance, elle ira de pair avec une prise de risque très élevée et une bonne part de spéculation. Si tu t'orientes sur la valeur, la prise de risque sera moindre, mais tu auras besoin d'analyser les titres en profondeur avant de les acheter. Si tu pars sur du rendement, il faudra t'orienter vers les titres offrant une bonne visibilité long terme sur leur secteur d'activité. Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit, il me semble que les investissements de type croissance ou valeur demandent aussi des possibilités en capital plus régulières, afin de pouvoir réagir vite lorsqu'une opportunité se présente. Tout à fait. De ce fait, le plus simple pour toi est de t'orienter vers des valeurs de rendement. D'autant plus que ta capacité d'investissement reste limitée, du fait de ta capacité d'épargne. Donc le versement de dividendes te permettra de réinvestir plus rapidement et donc de créer d'autant plus vite l'effet boule de neige qu'on cherche. Mais en me limitant aux valeurs de rendement, est-ce que je ne risque pas de perdre une partie de la diversification de mon portefeuille ? C'est exact. Et c'est justement en ça que la stratégie joue un grand rôle. Le postulat de la chaîne est d'offrir des pistes à ceux dont la capacité d'investissement est faible, comme c'est le cas pour toi, mais aussi pour moi. Il faut donc tenir compte de ce facteur. Si nous avions la possibilité d'investir très facilement et régulièrement 5 000 ou 6 000 euros, la diversification entre rendement, valeur et croissance serait plus facilement réalisable. Là, ce n'est pas le cas. Du coup, ça nous oblige à faire des choix pour être plus efficaces. Et oui, nous ne pouvons pas tout avoir. Du coup, la priorité de la stratégie est d'augmenter le montant de liquidité à notre disposition pour investir. Donc, on s'oriente en premier vers du rendement. Puis, lorsque la capacité d'investissement aura augmenté, on diversifiera plus les valeurs. L'objectif est donc de pouvoir répondre grâce à la stratégie à la situation dans laquelle on se trouve au moment où l'on investit. Je n'aurais pas dit mieux. Comme vous avez pu le constater, bâtir sa propre stratégie d'investissement n'a rien de bien compliqué. On dresse un tableau de la situation, puis on met en perspective les différents éléments entre eux afin de faire des choix tactiques sur d'autres facteurs. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir en arrière et à changer un paramètre si, après réflexion, vous voyez qu'il ne colle pas avec le reste. En effet, c'est votre stratégie, pas celle de quelqu'un d'autre. En réalité, le plus complexe est souvent cette mise en perspective des éléments entre eux. Pour cela, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos qui traitent du facteur en question. En les revoyant, vous affinerez vos connaissances et votre propre grille de lecture. À la fin de la procédure, vous connaissez le cadre dans lequel se place votre financement, objectif, source de financement, montant, horizon de placement, celui de vos investissements, mode de gestion, outils financiers, classe d'actifs, ainsi que la façon dont vous allez investir, allocation d'actifs, mode d'achat, type d'actifs recherché. Bien sûr, reste l'analyse et l'achat des actifs eux-mêmes qui feront l'objet de notre saison 3. Alors, restez à l'affût. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Bien évidemment, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager pour aider à la visibilité de la chaîne. Je vous invite également à proposer vos remarques et vos questions dans les commentaires. En parallèle, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous tout simplement. Comme les épisodes de 1, 2, 3 Richesse se suivent dans un ordre logique, en vous abonnant et en activant cloche et notifications, vous n'en manquerez pas un seul. Et si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo ? On dit ça ? Allez, on dit ça !